club de la presse d'Europe 1. 19h-20h, Patrick Roger. Le club de la presse d'Europe 1 qui reçoit comme invité exceptionnel ce soir l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, avec nos trois grandes voix, Serge July, Robert Namias et Michel Kopta, à qui je redonne la parole puisque je l'ai interrompu tout à l'heure. Voilà. C'est pas grave. Alors, vous avez qualifié les Ukrainiens de frères. Et effectivement, il y a entre l'Ukraine et la Russie des liens très profonds. Mais quand les autres pays qui faisaient auparavant partie de l'Union soviétique ont peur, et que si on laisse progresser Vladimir Poutine, peut-être que alors ce sera le tour de tel ou tel pays. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce qu'en fait, on voit bien que c'est ça qui fait peur à l'Europe. À ça, je dirais que si vous prenez le génésis de la crise ukrainienne, vous verrez bien que ce n'est pas Poutine qui a commencé. Je crois que... Ah oui, mais tout à fait. Parce que le coup d'État qui a été opéré à Kiev, ce n'est pas lui qui l'a fait. Et puis alors... C'est pas lui qui a fait adopter par le Parlement une loi interdisant le russe dans le pays russophone. Oui, qu'il a été suspendu, mais ça a fait exploser le pays. C'était à l'origine de cette confrontation. Oui, mais ça a été suspendu tout de suite. Oui, mais quand même. D'ailleurs, vous savez que Poroshenko, il y a quelques jours, est revenu dans une interview à Kharkov. Il a dit que jamais le russe ne sera deuxième langue en Ukraine. C'est-à-dire, il continue à le dire et provoquer des gens. D'ailleurs, c'est pour ça, la Russie, qui est le pays le plus vaste au monde, n'a aucun intérêt à envahir qui que ce soit. Je crois, et nous suivons la voie que l'Europe a fait avant nous, de faire une intégration économique entre les pays qui le veulent et certains anciens républiques de l'Union soviétique. Le Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie ont formé à partir du 1er janvier de cette année une union euro-asiatique. Mais on a plus et l'Ukraine ferait partie des deux. C'est la difficulté, si j'ai bien compris. L'Ukraine, je ne pense pas qu'il pourra prendre parti de deux, bien qu'elle est toujours la bienvenue, mais elle doit choisir. C'est compliqué, puisque le problème avec l'accord de la création de cette zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine consiste au fait qu'une fois cet accord est entré en vigueur, l'Ukraine doit changer toutes ses normes industrielles, économiques, etc. Elle va vivre aux normes de l'Union européenne qui ne sont pas les mêmes qu'en Russie. C'est-à-dire leurs produits seront plus compatibles avec nos besoins. Et les exportations qu'ils ont faites vers la Russie, ils ne pourront plus le faire. Alors, qui va acheter les produits ukrainiens? Robert Namias. On a le sentiment quand même que la Russie n'a pas les moyens d'avoir des ennemis tous azimuts. Et au fond, ce rapprochement avec l'Europe, qui est quand même très faible et très, très affaibli, et la Russie pourrait, au contraire, avoir regardé vers le grand large et surtout vers les États-Unis. Or, on a l'impression que ce rapprochement avec l'Europe est proportionnel, ou inversement proportionnel, à une tension permanente, comme on n'en a pas connu depuis très longtemps, avec les États-Unis. Alexandre Orlov. Non, je dirais un peu autrement. Je pense que la Russie se sent profondément un pays européen, par sa culture, par son histoire, par des liens personnels. Nous faisons partie de l'Europe. Les États-Unis, c'est différent. C'est un autre modèle. C'est un modèle libéral qui n'est pas le modèle russe. Notre modèle, il est beaucoup plus, je dirais, social-démocrate, où l'État, je ne dirais pas l'État-providence, mais quand même où l'État joue un rôle important. Social-démocrate, oui. Social-démocratie, oui. Un peu autoritaire. Autoritaire, vous savez, pour diriger un grand pays, il faut être autoritaire, sinon c'est une pagaille. Et alors, c'est ça que vous appelez effectivement l'autoritarisme. Tandis que l'Amérique, ça représente un autre modèle, un modèle libéral qui n'est pas le nôtre. C'est pour ça que... Et puis, alors, bien sûr, nous avons essayé d'avoir des bonnes relations avec l'Amérique, puisque c'est un grand pays quand même. Mais on n'arrive pas. On n'arrive pas puisque les Américains ne veulent pas nous traiter d'égal à égal. Pour eux, il y a l'Amérique et puis tous les autres. En fait, vous attendez le départ d'Obama. On parlait tout à l'heure de relations interpersonnelles avec Hollande, Merkel et d'autres. Et on a le sentiment que là, pour le coup, ça n'a jamais fonctionné entre Poutine et Obama. Hélas. Donc il faut attendre le départ d'Obama pour qu'il y ait... Ça sera mieux avec un républicain, même un faucon républicain? Faucon, on verra bien. On verra bien. Mais vous savez, les relations personnelles, c'est toujours un secret. D'ailleurs,
par le passé, dans les relations entre la Russie et l'Amérique, on a eu toujours des meilleures relations avec les républicains. Oui. Au moins, ce sont des gens qui savent qu'ils veulent. Comme avec la droite française par rapport aux socialistes français. Oui, mais Alexandre Orlov, quand on vous écoute, finalement, on se dit que, de nouveau, l'Amérique est un adversaire de la Russie et que vous êtes, cette fois-ci, bien entré dans une atmosphère de guerre froide. Pour poursuivre ta question, est-ce que ça a joué la menace d'armement des Ukrainiens, des troupes ukrainiennes par les États-Unis? Par les Américains. Qui continue d'ailleurs. Et les Anglais. La menace continue. Et les Anglais. Non, les Anglais ne veulent pas. Je vais répondre. Ça a été un moment dans la négociation. Il y a eu deux questions. La première, est-ce que l'Amérique est l'adversaire de la Russie? Non, nous ne voulons pas avoir l'Amérique comme adversaire et nul autre pays. Nous voulons être amis et en paix avec l'Amérique. Mais nous voulons qu'on nous traite d'égal à égal. C'est ça le problème. Pour les livraisons d'armes, je crois que ce sera une folie. D'ailleurs, tous les dirigeants européens ont dit non. Oui. Puisque, si on livre des armes là-bas, d'abord, ce sont les armes qui gagnent les batailles, ce sont les hommes qui les manient. Et pour cela, sur le champ de bataille, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de détermination. Et moi, j'ai déjà dit que les rebelles sont déterminés parce qu'ils savent pourquoi ils se battent. L'armée ukrainienne n'a aucune détermination. Et même avec les armes les plus sophistiquées, ils n'arriveront pas. Le nationalisme, mais il y aura encore plus de morts de part et d'autre. Mais on sait très bien que toute guerre se termine un jour. Alors, je voulais poser une question qui est dans l'accord, manifestement. C'est les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien avait suspendu, la fin de l'année dernière, le paiement des pensions et des salaires des fonctionnaires qui opéraient dans l'est de l'Ukraine. Les séparatistes, si j'ai bien compris, dans le déroulement de la négociation, ont exigé que le gouvernement ukrainien revienne sur cette décision et verse et les pensions et les salaires des fonctionnaires de la région dont ils demandent, en tout cas, l'autonomie. Tout à fait, c'est tout à fait correct. Ça a été un élément dans la négociation? Ça a été un élément de la négociation, et non seulement un élément de la négociation, mais c'est inscrit sur les accords. Dans l'accord, c'est un des points de l'accord. C'est un des points de l'accord, puisque les autorités de Kiev ont fait un blocus économique de l'Est. Tout le système bancaire a été débranché, c'est-à-dire il n'y a plus de bancomat, il n'y a plus rien. Et les gens, la situation humanitaire est catastrophique. Vous savez que la Russie a envoyé déjà une bonne douzaine de convois humanitaires là-bas parce que les gens n'ont rien à manger, tout simplement. Et là, c'était un des points de négociation. D'ailleurs, dans le texte, la France et l'Allemagne se sont engagés à travailler sur la restauration du système bancaire à l'est de l'Ukraine. Et la reconstruction. Et la reconstruction du système bancaire. De cette région séparatiste. Donbass, oui. Vous parlez de convois humanitaires, mais on dit qu'en ce moment, des chars, des blindés sont en train de franchir la frontière. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que c'est quand même une curieuse idée, avant de cesser le feu, d'installer des tanks. S'il reste quand même le 15 à 0 heure. Hein. C'est un peu comme le serpent de mer. On en parle toujours, mais on ne le voit jamais. Si on a dit que la nuit même de la négociation, 50 chars, je dis pourquoi pas 100, ont passé la frontière avec tous les moyens techniques qu'ont les Américains, avec les satellites, ils pourraient bien nous montrer ces chars qui traversent la frontière, mais il n'y a aucune preuve. C'est juré, craché, tout ça. Vous y croyez? Vous y croyez à ça? Vous croyez à ce que vous dites? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous disiez tout à l'heure que Robert Namias. On avait largement aujourd'hui besoin de parler, si j'ose dire, d'autre chose que l'Ukraine. Il faudrait dire encore que la question de l'Ukraine soit réellement réglée et que le cessez-le-feu soit réellement appliqué. Et l'autre chose, vous citiez Daesh. Donc parlons un peu, si vous voulez, de la Syrie et de la situation au Proche-Orient. Depuis des mois, voire des années, la Russie a toujours joué à un jeu qui fait qu'on a eu le sentiment qu'il n'y avait pas de coopération possible, sérieuse, vraiment, destinée à apporter un minimum de paix dans cette région.
Est-ce que de ce point de vue-là, les choses pourraient évoluer dans une coopération beaucoup plus grande avec l'Europe pour agir au Proche-Orient et en Syrie notamment? Bien sûr, mais moi je pense que toutes ces années, au Proche-Orient, en Syrie notamment, la Russie a plutôt travaillé pour la paix et pas pour la guerre. Si vous prenez le cas de la destruction des armes chimiques en Syrie, c'était quand même une initiative russe qui a abouti avec la coopération, bien sûr, de toute la communauté internationale. C'est pas du tout c'est pas la Russie qui a livré ses armes à des djihadistes qui s'en servent maintenant en Irak. Non, la Russie, elle cherche la paix puisque la Russie était toujours amie des pays arabes. L'Union soviétique, c'est notre ligne constante, vraiment. En jouant le maintien d'un dictateur, parce que Assad, c'est un dictateur, quoi. Bon, voilà, c'est quand même assez sanguinaire, faut bien le dire. À la tête de la Syrie, vous pensez que malgré tout, finalement, l'histoire montrera que c'est vous qui étiez plutôt, je ne dis pas visionnaire, mais en tous les cas, qui avez fait le bon choix dans la lutte contre le terrorisme? Mais vous pensez que si ce dictateur, comme vous dites, serait parti, ça serait mieux? Ça serait mieux? Non, mais je vous pose la question. Ça pourrait être comme on le voit maintenant en Irak. Mais Syrie, c'est un pays multiconfessionnel, multinational. C'est un pays qui a besoin d'être stable. Et moi, je pense qu'il faut bien sûr aller vers plus d'ouverture en Syrie. C'est au peuple syrien de le faire. Et nous pensons qu'il y a des échéances qu'il faut utiliser pour cela. Il y a, je crois, en 2016, les élections législatives en Syrie. C'est à cela qu'il faut se préparer. Et si le régime veut s'ouvrir, se démocratiser, c'est une chance à saisir. C'est pour ça que nous avons réuni à Moscou, il y a quelques semaines, les opposants syriens, puis alors les représentants du gouvernement sur place, pour qu'ils commencent à se parler, à dialoguer, pour préparer éventuellement une nouvelle conférence de Genève pour aboutir à quelques changements politiques, mais en douceur. Michel Cotta. Il y a beaucoup de républiques autour de Moscou qui sont largement composées de musulmans. Ouais. Est-ce que quelque part dans votre calcul, vous ne craignez pas aussi une contagion de Daesh et de l'extrémiste aux anciennes républiques soviétiques islamiques? Je ne pense pas, non. Vous savez, les musulmans, c'est la deuxième par nombre d'habitants communauté de la Russie. Oui, justement. On vit avec eux ensemble des siècles. Des siècles. Les Tartares, c'est la deuxième population de la Russie. Ce sont des musulmans. Il n'a jamais eu de problème. Jamais. Il a eu des problèmes... Avec la Tchétchénie. La Tchétchénie, voilà, on n'oublie pas. Justement, je veux venir en Tchétchénie. Mais c'était des problèmes qui étaient importés de l'extérieur. C'était le premier combat de Daesh, si je peux le dire. Ben oui, puisqu'il a eu justement des émissaires qui ont été envoyés. Pas que ça recommence. Et ça, sans doute, ça représente un danger pour nous, surtout dans les petites républiques. C'est pour ça que nous sommes tout à fait désireux de travailler avec vous ensemble contre le djihad. Avec l'Europe et avec les États-Unis, pour le coup. Mais à mon avis, il ne faut pas uniquement combattre par les armes les djihadistes. Il faut aussi les battre au niveau des idées. Il faut se battre contre l'islam radical, puisque l'islam, c'est une religion comme les autres, c'est une religion tout à fait normale. Mais il y a des dérives extrémistes. C'est ça qu'il faut battre. Mais il faut le battre par l'éducation, par les idées. La méthode On ne russe, peut pas tout faire par les armes. La méthode russe a été quand même assez radicale en Tchétchénie. Non, la méthode russe, je vous dirais, il a eu une méthode soviétique aussi. Oui, non, mais là, on allait buter jusque dans les chiottes, c'est ce que vous voulez dire, effectivement. Et vous avez vu qu'en Union soviétique, il n'y a pas que Barroso qui parle de manière grossière. 150 nationalités qui vivaient ensemble en paix. Il n'a eu jamais de guerre, quand même, je pense. Je sais qu'il y a des gens qui ont une vision critique de l'Union soviétique, mais je crois qu'il y a eu des choses positives aussi. Et le fait qu'il n'a eu jamais des problèmes nationaux à l'Union soviétique, peut-être ça mérite d'être étudié. Allez, nous marquons une pause sur Europe 1 dans le club de la presse. Serge, on se retrouve dans un instant après une petite pause. L'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, est notre invité jusqu'à 20h.